Encore. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur la plateforme du wellness. Je suis très très heureuse ce soir de recevoir Yaël Brédoire. Bonsoir Yaël. Alors, voilà. C'est bon? Ah voilà, on m'entend. Ah, Donc bonsoir. Bonsoir Yaël. Ouais, merci beaucoup Alors Yaël, tu m'accueillir. es professeure des écoles, tu es spécialisée dans l'ULIS et tu es aujourd'hui psychologue. Et tu vas nous parler ce soir d'une thématique fondamentale qui est vraiment un besoin pour nos parents et pour les enfants, qui est comment scolariser un élève avec un besoin éducatif particulier. Alors, je vais vous demander à chacun d'éteindre vos micros. C'est ce que j'ai fait, mais apparemment, ça s'est réactivé. Voilà. Tac, tac, tac. Super. Alors, on va démarrer. Merci encore, Yaël, d'être avec nous. Et on te donne la parole. Merci, Yaël. Merci beaucoup. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Donc, en effet, je suis psychologue. Je suis également... Donc, je suis également enseignante depuis 2009 et j'ai eu la chance, donc les 7 dernières années, d'enseigner dans des ULIS. Donc, c'est des dispositifs de scolarisation que nous aborderons justement lors de mon intervention ce soir. J'ai choisi de vous partager des informations, donc pas de façon exhaustive, mais des informations que j'estime pertinentes en tout cas, sur la scolarisation des élèves qui présentent ce qu'on appelle des besoins éducatifs particuliers. Donc, dans un premier temps, il s'agira de définir le besoin éducatif particulier. Qu'est-ce que c'est? Dans quel cadre? Et donc, j'ai choisi de le définir à travers les populations concernées, donc les populations d'élèves, pour qu'on puisse bien se figurer leurs besoins, tout simplement. Et après, de présenter ce qui existe, en fait, les modalités de scolarisation existantes aujourd'hui en France. L'évolution de la loi, du cadre légal, de l'éducation nationale, ce que propose en termes d'aménagement pédagogique et d'aménagement de scolarisation de ces élèves. Donc, en fait, voilà, ne me laissez pas seule. Cette intervention, les informations, elles seront forcément un peu techniques. Donc, n'hésitez vraiment pas à noter vos questions ou à les poser. Peut-être on gardera un temps on gardera évidemment un temps pour un échange autour des questions, si besoin, pour préciser. Et voilà, pour éventuellement ouvrir des pistes, parce que peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui sont concernées et qui sont à la recherche d'informations dans ce parcours qui est assez compliqué, mais qui se chemine quand même. Donc, en fait, l'initiative de l'école inclusive, de scolariser des enfants avec des besoins particuliers, éducatifs particuliers, elle a été vraiment ancrée en 2005. Il y a eu vraiment un tournant au niveau légal, une loi qui détermine que tout enfant a le droit à la scolarisation. Donc, ce droit à la scolarisation, il est, quelle que soit l'atteinte, le handicap, la particularité du profil de l'élève. À partir de là, il fallait concilier cette théorie qui est très belle et parfois utopique avec la pratique et la réalité du terrain des écoles. Et donc, d'abord déterminer qui sont les élèves qui peuvent nécessiter, qui peuvent présenter des besoins, qu'on aménage en fait la scolarisation pour eux. Donc, je vous fais une liste qui n'est pas exhaustive. Rien ne sera exhaustif de toute façon dans cette intervention. Donc, n'hésitez pas à enrichir, n'hésitez pas même de vos expériences.
Donc, alors en premier plan, on note les grandes difficultés scolaires. Qu'est-ce que c'est qu'une grande difficulté scolaire et pourquoi grande et comment grande? Une difficulté scolaire, c'est grande, enfin qui nécessite souvent un aménagement. C'est une difficulté qui est durable, qui est conséquente, qui ne se borne pas à un contenu d'apprentissage, mais alors pas sur un domaine ou plusieurs domaines disciplinaires, mais qui va être durable, qui va être persistante, qu'on va retrouver, et qui va être surtout résistante. Elle va être résistante aux interventions, aux médiations de l'enseignant. Les enseignants disposent donc d'outils pour répondre aux difficultés de leurs élèves, forcément, voilà, ça va de soi. Donc l'APC, je pense que voilà, on en a tous entendu parler, c'est une aide, une remédiation en particulier en tout petit groupe pour des élèves en difficulté. Donc les élèves qui présentent des difficultés qui résistent même à l'APC et qui vont nécessiter une investigation à l'extérieur en termes de prise en charge ou en termes de diagnostic ou en termes où les prises en charge scolaires des enseignantes classiques vont échouer et la difficulté va résister, alors on estime que potentiellement cet élève nécessitera des aménagements particuliers au cours de sa scolarisation. Définitivement ou pas, et ça c'est voilà, ça c'est justement, on verra comment seront réactualisés les besoins, l'évaluation des besoins des élèves. Donc ça c'est une première typologie d'élèves mais la plus classique, on va dire. Il y a les raisons de santé. Donc, les raisons de santé, les allergies, des raisons médicales qui impliquent que l'élève souffre d'une affection et va forcément, ou pas, mais bon, va potentiellement subir un absentéisme du fait de sa maladie ou de son état de santé. Et cet absentéisme, donc ça, des fois sans aucun rapport avec des raisons cognitives ou des difficultés d'apprentissage qui ne sont pas là. Tout est bien fonctionnel, mais l'absentéisme va peut-être induire des lacunes à force de rater, etc. Donc, c'est une problématique qui nécessite qu'on réfléchisse dessus, comment aménager, comment compenser et comment, quand bien même, pallier les ruptures scolaires qui seront inévitantes. La troisième grande typologie des élèves qui sont dits à besoins éducatifs particuliers sont les élèves qui présentent les troubles des apprentissages. Les troubles des apprentissages 10. Alors, la dyslexie, la dysorthographie, la dyscalculie, la dyspraxie, certaines dysphasies, pas toutes. Voilà, qu'est-ce que c'est 10 en fait? Alors, c'est souvent interprété comme une difficulté à entrer dans un apprentissage. Ma pratique professionnelle et les recherches en neurosciences, en fait, finalement concluent que ce n'est pas tant à entrer dans l'apprentissage, mais la difficulté d'un enfant 10, elle réside dans le fait d'automatiser les apprentissages. C'est-à-dire que ce sont des enfants, alors les enfants qui ont des troubles des apprentissages, de façon exclusive, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de troubles associés ou qu'ils n'ont pas de handicap associé. Ils présentent une difficulté à automatiser, c'est-à-dire que, par exemple, très concret, je rentre dans le principe alphabétique, B, A, BA, mais un élève classique qui ne présente pas de 10 va automatiser ça assez rapidement à force de côtoyer cet apprentissage. Un élève qui présente un 10, il va probablement mettre beaucoup plus de temps à automatiser cet apprentissage. Et c'est ce qui fait que ça sera non acquis pendant beaucoup plus longtemps que la grande majorité du reste de la classe. Et forcément, ça va induire de prendre en compte son profil pour proposer des aménagements, proposer des contours pour contourner un petit peu les difficultés et peut-être pour renforcer ce déficit en automatisation. Voilà. Aujourd'hui, ces troubles 10, parfois pour des raisons stratégiques, administratives, logistiques, ils sont inclus dans les situations de handicap. Et là, j'en viens à ma quatrième nomenclature, si j'ose dire, des élèves qui présentent des besoins éducatifs particuliers, donc la situation de handicap.
Alors, la situation de handicap, le handicap, c'est un gros mot depuis très longtemps. C'est quelque chose qui est vécu de façon assez péjorative. C'est parfois une insulte des élèves. Il m'a traité d'handicapée. J'ai beaucoup entendu ça parmi mes élèves. Donc, c'est assez, en fait, le milieu ordinaire renvoie de moins en moins, ça évolue, ça bouge pas mal, mais renvoie quand même une petite violence concernant la situation de handicap. Alors là, je vais me permettre de vous définir le handicap. Donc, qu'est-ce qu'une situation? D'abord, ce n'est pas un handicap, mais c'est une situation de handicap, parce que quelqu'un qui présente une situation de handicap dans un domaine peut par ailleurs être tout à fait fonctionnel et ne pas présenter de situation de handicap dans un autre. Donc, c'est assez important de borner la situation de handicap. Le handicap, donc, et c'est toujours le cadre légal, donc la loi de 2005, qui définit que c'est une limitation d'activité ou une incapacité à intervenir dans son environnement en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive, d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives, psychiques ou polyhandicap. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, on distingue des grandes familles de handicap. Donc là, je vous ai parlé j'ai mentionné sensoriel, mental, cognitif. C'est à distinguer et c'est impératif. Enfin, pour moi, il est évident que tout commence par là, en fait. À une évaluation extrêmement fine. Alors, pas à visée diagnostique, parce que là, en fait, mon intervention, elle se situe quand même, enfin voilà, c'est quand même à visée scolaire. Donc, c'est plus l'enseignante qui va prendre le pas. Et en tant qu'enseignante, nous n'avons pas à diagnostiquer les troubles et nous n'avons pas besoin de diagnostiquer pour intervenir sur le terrain. En tant que technicienne vraiment de l'apprentissage et de la remédiation scolaire, il n'est pas nécessaire d'avoir le DSM, enfin toute la symptomatique d'un handicap et des comorbidités et de ce que ça va induire par ailleurs pour proposer des aménagements efficaces et des stratégies d'apprentissage. C'est souvent plus du bon sens et des essais-erreurs, en fait. Essayer, proposer, et puis ce qui fonctionnera pour un avec le même profil ne fonctionnera pas forcément pour l'autre. Mais je m'égare. Donc, les élèves en situation de handicap sont absolument des besoins. Alors, ce sont des enfants qui sont identifiés. Alors, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont identifiés par la MDPH, donc la Maison départementale des personnes en situation de handicap. Ils sont identifiés donc comme étant des personnes à besoins éducatifs particuliers et à besoins même professionnels particuliers lorsqu'ils deviennent adultes. Si la limitation est durable, parce qu'on a vu que des fois, ce n'est pas durable. Donc, en fait, l'inconvénient qu'ils ont souvent, j'entends, c'est effectivement la stigmatisation qui est encore un peu difficile à digérer aujourd'hui en France, mais ça bouge. L'avantage, par contre, c'est qu'ils sont identifiés, c'est qu'ils sont une fois que c'est accepté, ils ont ce statut et qui légitime les interventions auprès d'eux. Et ça, c'est vraiment non négligeable pour gagner du temps et pour être plus efficace auprès d'eux. Alors, je parle d'un cinquième groupe d'enfants, d'élèves qui présenteraient des besoins éducatifs particuliers. On en parle beaucoup, c'est assez à la mode. Donc, les enfants à haut potentiel. Alors, moi, je les mentionne parce que l'ONICEP, donc voilà, les BO, parce que, si vous voulez, le cadre légal a choisi aussi de les mentionner. Donc, moi, voilà, c'est quelque chose que je respecte. Mais à nuancer avec, parce que effectivement aujourd'hui il y a beaucoup de demandes, même en consultation, voilà, au potentiel. En fait, l'idée c'est de surtout pas diaboliser le haut potentiel comme étant une cause de l'échec scolaire. Aujourd'hui, alors les chiffres, c'est quoi? Il y a 2/3 des enfants en haut potentiel qui suivront une scolarité absolument normale, brillante, sans encombre. Et puis, il y a 1/3 qui auront besoin d'une reconnaissance de leur fonctionnement spécifique. Et je dis bien fonctionnement spécifique, ce n'est pas un trouble, c'est vraiment un fonctionnement spécifique qui peut induire un besoin de reconnaissance et quelques aménagements pédagogiques. On les abordera si on a le temps.
Je vais vous parler quand même de certains cas de figure, enfin certains élèves, certaines typologies d'élèves, mais on ne va pas vraiment les aborder aujourd'hui, mais il faut quand même les mentionner, c'est utile de les mentionner. Donc, on a les enfants qui vont être à risque de présenter des besoins éducatifs particuliers. Donc, il y a les enfants qui n'ont pas la langue française maternelle. Donc, forcément, ça va de soi. Les enfants qui ont une vie non sédentaire, donc les enfants du voyage, eux, avec les ruptures de parcours, alors ça pose souvent des difficultés à l'environnement scolaire parce que eux, c'est leur mode de vie. Donc en fait, le changement, voilà, c'est leur mode de vie, donc ça n'a pas de répercussions réellement. Mais pour une évaluation fine, pour la continuité, ça peut effectivement être voilà. Et donc, il y a les situations familiales qui relèvent un peu de l'aide sociale à l'enfance, la précarité, les mal-logements. Évidemment, un contexte socio-économique précaire ou familial très précaire ne va pas, alors même sans aucune atteinte cognitive ou de 10, etc., ne va pas permettre une disponibilité totale voilà, de l'élève aux apprentissages et va souvent induire aussi de l'absentéisme ou des retards, enfin un cadre scolaire qui est parfois un peu moins régulier. Et enfin, alors ça, voilà, c'est extrêmement rare, mais bon, les plus grands lycéens, collégiens qui ont un passage en milieu carcéral, donc voilà, qui sont. Alors, pourquoi je les mentionne? Parce que la loi 2005 qui stipule le droit à la scolarisation de tout le monde, de tous les élèves, forcément, elle inclut également ces profils. Donc, à plus forte raison, avec les profils d'enfants avec des besoins éducatifs particuliers et des situations de handicap, on doit pouvoir y arriver, puisque voilà, même dans un cadre carcéral, il y a des unités d'enseignement qui sont sous la tutelle du ministère de la Justice, ok, mais ils ne sont pas exemptés de leurs droits à la scolarisation et à l'instruction. Donc, ce sont voilà, je pense qu'avoir fait le tour des élèves qui présenteraient potentiellement des besoins éducatifs particuliers. Qui dit besoin éducatif particulier dit nécessité de mise en place. Voilà. Alors, identifier le problème, c'est bien. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc, l'Éducation nationale a proposé alors, ce qu'elle appelle les plans pour la réussite. Les plans pour la réussite. Donc, derrière ces grands mots, en fait, l'idée, c'est de faciliter la scolarisation, c'est de répondre de façon très individualisée et de prévoir pour 4 principaux schémas des réponses et un parcours qui va permettre la continuité, l'aménagement et l'individualisation des contenus parfois. Si mon élocution est trop rapide, n'hésitez pas à me le dire. C'est souvent ce qu'on me reproche. Donc, on va voir le premier plan pour la réussite, plein de bon sens et voilà, qui ne nécessite absolument pas de formalisation qui prendrait un long parcours. C'est donc le PPRE, le programme personnalisé de réussite éducative. Donc, en fait, le PPRE, il est mis en place par le chef d'établissement, le directeur d'école. C'est à la demande de l'équipe pédagogique. Ça ne nécessite pas un passage à la MDPH, ça nécessite juste identifier qu'il y a une maîtrise insuffisante dans certains domaines disciplinaires. À partir de 2, on considère que ça nécessite un PPRE. Et qu'il y a ces fameuses difficultés persistantes qui concernent les enfants qui vont être identifiés donc, au préalable en tant qu'enfants en grande difficulté scolaire. Et alors, on va formaliser tout ce qu'on va proposer à ces élèves pour réussir. Il est impensable, en fait, de constater une difficulté chez un élève et de ne pas essayer, de ne pas proposer, de ne pas émettre des hypothèses et de les tester pour améliorer sa condition, pour améliorer sa progression et ses acquisitions. On n'a pas d'obligation de réussite ou de résultat, parce qu'on n'est pas des commerciaux, on n'est pas des prestataires de services, mais on a en tout cas l'obligation, je pense, au niveau légal, j'en sais rien, mais tout du moins morale,
on a quand même voilà, d'essayer de tenter de sortir de nos sentiers battus et en tant qu'enseignant, je parle, hein, de prendre en compte la spécificité d'un élève. Et lorsque, voilà, ça peut être lors de la préparation d'un contenu de cours, de dire, elle n'y arrive pas comme ça, et envisager des options, des alternatives, tout simplement. Donc, c'est le premier plan qui, voilà, qui suit l'élève. Alors, qui dit plan, qui dit tentative de médiation, dit évaluation régulière pour évaluer est-ce que ça fonctionne ou pas. Parce que c'est le seul moyen de faire un test, retest, pour savoir si ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné, savoir où on en était, quels étaient les objectifs d'apprentissage, quels seront atteints, non atteints, est-ce qu'on embraye sur le deuxième ou pas, etc. Donc, ça nécessite un peu de technique, un peu de rigueur, mais ça vaut le coup, quoi, tout simplement. Le PAI, alors le PAI, il est rédigé par un médecin scolaire. Ou alors s'il n'y a pas de médecin scolaire au sein de l'établissement, un médecin externe, mais il est, voilà, pour les fameux enfants, donc on avait parlé de ce groupe, c'est les enfants qui présentent Yael, s'il te plaît, tu peux nous dire c'est quoi le BAI? Quelles sont les initiales de... Pardon, bien sûr. Alors, le PAI, c'est merci. Projet d'accueil individualisé. Alors, le PAI, c'est pour répondre à la problématique des élèves dont on a parlé qui souffrent d'une maladie de longue durée et qui vont, voilà. Alors là, le PAI, il ne va pas forcément... en général, il y a un volet quand même pédagogique, mais bon, là, principalement, il est établi pour déjà signifier à l'équipe éducative, si l'enseignante est absente, l'élève doit être signifié comme allergique à la cacahuète, et que faire en cas de. Voilà. Ça veut dire qu'il y a un protocole médical qui est induit dans le PAI. Voilà. Alors, ce n'est pas des actes médicaux qui ne relèvent pas qui relèvent de la médecine. Hein. Voilà, c'est pour... il est interdit, par exemple, de donner des médicaments en classe. Ça, c'est l'axiome de base, mais en classe, au sein de l'école. Mais s'il y a un PAI, alors il y a un aménagement où on peut... s'il y a un traitement médical de longue durée, etc. etc. Le troisième plan, donc, c'est je vais parler du PAP. Alors, le PAP, c'est un plan d'accompagnement personnalisé. Donc là, c'est conseil des maîtres. Le PAP, il est vraiment au carrefour de l'équipe pédagogique et de la famille, en fait. Il est principalement rédigé pour les troubles des apprentissages, mais qui ne vont pas encore relever de notre fameuse situation de handicap dont on a parlé tout à l'heure. Donc, le PAP, il va être rédigé lorsque, en conseil des maîtres, on se rend compte qu'il y a des difficultés à automatiser, qu'on va interpréter comme des 10, et on va vouloir y répondre, on va vouloir formaliser ces difficultés, les identifier, et émettre des propositions de prise en charge sur ces difficultés. Donc, ça, c'est le PAP. Voilà, ça reste quand même interne au fonctionnement de l'école. Le dernier plan, c'est le PPS. Alors, le PPS, c'est le projet personnalisé de scolarisation. Et le PPS, il a une... alors, pour qui? D'abord, pour qui? Pour les élèves qui relèvent d'une situation de handicap. Ça veut dire qu'un PPS est rédigé que si et seulement si il y a un dossier MDPH actif. Et d'ailleurs, la rédaction du PPS, elle est autorisée par la commission qui se réunit donc annuellement de la MDPH à propos de l'élève. Et c'est le plan de réussite qui est le plus, il n'est pas le plus formalisé, mais c'est celui qui est le plus technique, tant sur sa rédaction que sur son obtention. Parce qu'effectivement, d'abord, il y a en prérequis absolu une reconnaissance de handicap. Qui dit reconnaissance de handicap dit un dossier MDPH. Alors, pour ceux qui connaissent, le dossier MDPH, c'est une 20aine de pages. C'est un certificat médical dans ces 20 pages. C'est beaucoup de renseignements et de projections sur et l'établissement au plus près et vraiment de façon sur mesure des besoins de l'élève concerné. Donc, voilà, c'est technique. Alors,
pas de panique, la rédaction d'un dossier MDPH, alors, elle va être déterminante parce qu'un dossier MDPH rempli de façon superficielle, il peut induire une sous-estimation des besoins de l'élève. Et bon, par expérience, vaut mieux une surestimation des besoins de l'élève pour la MDPH qu'une sous-estimation. Parce que d'abord, alors il faut d'abord compter le délai. Le délai est long et mais et ça dépend aussi du département. Les MDPH ne sont pas égales dans leur traitement de dossier et ne sont pas égales dans leur budget. Et qui dit pas égal dans leur budget dit qu'il n'y a pas non plus d'équité forcément sur la répartition des aides, des aménagements et des compensations du handicap qui vont être alloués à l'élève qui en présente la nécessité. Je m'explique. Parce qu'après, on va venir justement à la fameuse AESH qui relève de tout ça. Donc, on est vraiment dans le handicap. En plus du dossier MDPH qui est conséquent et du certificat médical qui est accolé, il y a ce qu'on appelle le GVASCO. Le GVASCO doit être rempli par une enseignante référente. Donc, ce n'est pas une enseignante de l'école, c'est une enseignante qui est sur un plateau. En fait, elle est pour plusieurs établissements. Et, excusez-moi, elle est affectée à plusieurs établissements, souvent par arrondissement, donc c'est localisé, et elle va déterminer les besoins. Des besoins, donc oui, en AVS, on dit toujours, voilà, quand on pense GVASCO, on pense AVS, mais pas que. C'est dans la rédaction de ce document-là que l'enseignante référente va mentionner et va faire remonter pour la CDAPH, donc pour la comité de la MDPH, le besoin de formaliser le projet personnalisé de scolarisation. Ça veut dire qu'il est impératif d'avoir vraiment, pour les enseignants, c'est très féminisé comme profession, d'avoir identifié, d'avoir bien évalué au plus près des besoins de l'élève et de préparer la fameuse équipe de suivi de scolarisation, donc l'ESS, qui va réunir l'équipe pédagogique, l'enseignante référente, donc celle qui est affectée à plusieurs établissements, la famille, parce que la famille reste complètement maîtresse et décisionnaire dans l'orientation scolaire de l'enfant, de leur enfant, de notre élève, de leur enfant. Donc, cette réunion annuelle évalue et réévalue chaque année les droits et les besoins qui deviennent des droits donc, pour cet élève qui est en situation de handicap. Je ne sais pas si je suis claire. Est-ce que tout va bien jusqu'à présent? Très clair. Très clair? Erdena, voilà. N'hésite pas à me le dire si je vais trop vite ou je vais trop loin. Donc, en fait, on est remonté à cette histoire d'équipe de suivi de scolarisation qui est, c'est avec l'enseignante référente. Il va être émis, donc, le besoin de rédiger un PPS, le projet personnalisé de scolarisation. Que dit le PPS? Voilà. Comment est-ce qu'il est mis en œuvre? Donc, le PPS, lui, il va réunir une équipe, il va prendre en compte les observations et les diagnostics, ils ne seront jamais mentionnés dans un PPS puisque ça circule dans l'école et les enseignants n'ont pas accès, ne sont pas censés avoir accès aux diagnostics. Nous ne sommes pas médecins, on reste dans notre posture d'enseignante. Donc, en fait, le PPS va mentionner les besoins, en tout cas. Sans mentionner le diagnostic, on va mentionner quels sont les besoins. Et pour ce faire, on va avoir besoin du concours, donc des travailleurs, ça peut être des éducateurs, ça peut être des psychologues, ça peut être les orthophonistes, les psychomotriciens, les ergots, ça peut être vraiment tous les professionnels qui gravitent autour de l'élève et qui concourent à son projet pour optimiser sa scolarisation et pour lui permettre d'entrer dans des acquisitions.
La mise en œuvre du PPS, elle revient donc après, au niveau pratico-pratique, à être mis en place en classe. Et c'est là que c'est parfois complexe, parce que les effectifs de classe voilà, sont chargés, donc prendre en compte des besoins particuliers qui sont formalisés, y répondre, concevoir des contenus d'apprentissage différenciés, etc. Oui, c'est beaucoup. Oui, les effectifs de 20 élèves, c'est-à-dire, voilà, je ne vais pas mentir, en travaillant en Ulysse, on est à maximum 12 élèves. Et pour moi, ce serait impensable de retourner dans une classe de 20 élèves. Enfin, de retourner dans l'ordinaire tout court, ok. Mais les effectifs de 20 élèves, oui, ça entre en conflit avec le projet, avec la réalisation, en fait, la prise en compte de ces enfants, de ces élèves qui ont des besoins éducatifs particuliers. Et c'est ce qui peut parfois induire aussi que certains passent à la trappe, quoi, que certains restent sur le bord de la route, alors que, voilà. Mais bon, après, on ne peut pas nier non plus que beaucoup d'aménagements sont mis en place, que ça évolue beaucoup à ce niveau et que, voilà, et que ça bouge. Donc, voilà. Ça bouge tellement qu'aujourd'hui, il y a 337 795 élèves en situation de handicap qui sont quand même scolarisés en milieu ordinaire. Et c'est vraiment non négligeable. Voilà, avec les difficultés que ça implique, etc. Alors, l'orientation dans le cadre du PPS, elle n'est pas forcément l'école. C'est-à-dire que tout élève Alors là, les 330 000 élèves dont je vous ai parlé sont scolarisés en milieu ordinaire. Mais là, on va justement parler des autres modalités de scolarisation. Enfin, des autres modalités. C'est des modalités scolaires, mais avec des particularités. Et là, on relève toujours de la situation de handicap. Ça veut dire, vous voyez, j'ai fait un peu en entonnoir. Ceux qui, en fait, si vous voulez, pour vous récapituler un petit peu le tout, j'ai fait en entonnoir, enfin, je vous ai présenté en entonnoir les besoins particuliers qui ne nécessitent pas le concours d'institutions comme la MDPH, c'est-à-dire qui sont internes au fonctionnement de l'école, qui peuvent être internes avec le concours des familles, donc, comme pour le fameux PAP, qui induisent une collaboration. Et qui dit collaboration dit souvent intervention extérieure, orthophonie, etc. Donc là, on monte un petit peu en grade dans les prises en charge extérieures. Et là, je suis vraiment dans l'entonnoir au niveau des situations de handicap. Donc, tout ce que je dis à partir de maintenant ne concerne que les élèves à besoins éducatifs particuliers qui sont en situation de handicap. Voilà, c'est dit. Donc, en fait, ce fameux PPS, qui est réexaminé tous les ans, statue sur les besoins qui deviennent des droits, statue sur la nécessité d'une aide humaine. Une aide humaine, donc c'est la fameuse AESH, donc la personne qui accompagne un ou plusieurs élèves, parce que de plus en plus, les AESH sont mutualisées, donc elles sont dédiées à plusieurs élèves en même temps ou alternativement. Et en fait, donc, le PPS détermine aussi l'accompagnement humain et le PPS détermine, après accord des familles, alors ça c'est très très important de le dire, parce que bon, je ne sais pas quel public j'ai aujourd'hui, si c'est des enseignants, je vois certains noms que je connais, mais d'autres non, je sais, voilà. Si en tout cas il y a des familles parmi vous qui sont concernées, les familles, vous restez décisionnaire absolu de l'orientation scolaire, enfin de l'orientation de votre enfant. C'est-à-dire que, parce que le PPS, à la lumière des évaluations, à la lumière des besoins identifiés, peut, par exemple, préconiser une orientation en IME, Institut médico-éducatif. C'est un institut qui va agir sur 3 pôles, la pédagogie, l'éducation et un 3e pôle qui va me revenir un peu plus tard sûrement. En tout cas, on n'est plus dans une scolarisation classique.
on n'est pas en rupture avec les apprentissages, mais en tout cas, on n'a pas les mêmes attentes et les mêmes en termes d'apprentissage. Et cette transition peut être vécue, par exemple, par les familles. Non, en fait, elle peut être refusée par une famille. Après, quand on entre dans les là, je fais une petite digression, mais c'est pas grave, les choix des familles, en fait, c'est délicat parce que parfois, nous, équipe éducative, équipe pédagogique, on a un élève, d'accord, extrait de son milieu familial, bien sûr. On évalue, on évalue au plus près, voilà, avec vraiment consciencieusement, etc. Et on émet une hypothèse, un besoin. De deux choses l'une. Déjà, sans le concours, sans la collaboration et l'adhésion de la famille au projet, s'il y a une hostilité ou une réticence, on va pas être dans un accompagnement, on va pas être dans des conditions les plus optimales pour favoriser les progressions, les acquisitions. Donc en fait, ok, on a le regard expert, entre guillemets, des équipes pédagogiques. Alors, il y a souvent aussi, voilà, il n'y a pas que des enseignants, il y a beaucoup de professionnels de la santé et qui ont parfois raison en théorie, hein, dans l'étude de cas, voilà, hein, on établit les difficultés, c'est ce profil-là, c'est cet institut médico-social qui convient le plus au profil de l'élève, mais parfois, c'est soit une question de temps, d'acceptation de la famille, et après, ça c'est libre d'interprétation en vrai, et c'est surtout libre, c'est soumis à la sensibilité de chacun, mais voilà, j'ai plutôt tendance, moi, à prendre en compte la volonté des familles, la projection des familles sur l'enfant en situation de handicap, ce qu'ils vont mettre à l'extérieur en place pour compenser la situation de handicap, etc. Et alors à flexibiliser les projets de scolarisation, les orientations plutôt, pour qu'il y ait une cohésion, quoi. Enfin, ça me paraît essentiel de travailler vraiment en cohésion avec, avec les familles. Est-ce que jusqu'ici, tout va bien? Ok. Donc, je continue. On a parlé donc du PPS, oui, donc du GEVASCO, je vous en ai parlé aussi. Alors, je suis obligée de m'attarder 2 petites minutes sur ça. On entend, enfin voilà, j'ai peut-être pensé moi-même dans mes années d'exercice. Il est scolarisé en CM2, lui, mais il ne sait même pas lire. Il y a un gap, il y a quelque chose qui est... c'est aberrant, quoi. Ça n'a pas lieu d'être. Alors, et là, je vous renvoie à quoi? Je vous renvoie à la loi de 2005. Tout élève a le droit à la scolarisation. Et alors, c'est difficile à concevoir chez certaines de mes collègues enseignants, mais quand il y a un écart d'acquisition, donc attention, oui, j'ai oublié de préciser quelque chose. Le retard, et je suis désolée, je fais des digressions, mais je pense qu'elles sont utiles pour bien se figurer un petit peu voilà. Un peu technique, mais ce n'est pas grave. Quelle est la différence entre un trouble et un retard? Un trouble des acquisitions et un retard d'acquisition. On admet communément qu'un retard d'acquisition, c'est un écart de moins de 2 ans entre la population d'âge. Donc, en fait, et on admet aussi que, étant donné la progressivité de l'élève, ce retard va se compenser. Un trouble des acquisitions, on a plus de 2 ans d'écart et les compensations se font beaucoup plus lentement. D'accord ? Mais un élève qui présente un trouble d'acquisition peut être scolarisé avec ses pairs d'âge, c'est-à-dire qu'il est en CM2 parce on a quel âge en CM2? 10 ans environ. Donc, il est scolarisé avec ses pairs d'âge parce qu'on estime qu'au niveau social, il a des acquisitions et il en profite et il en bénéficie. On estime que dans peut-être certains domaines disciplinaires, même s'ils sont très, très isolés, il va aussi profiter.
Mais concrètement, dans les domaines disciplinaires du socle commun, les français, maths, etc., on est loin, 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 loin. Eh bien, ce n'est pas grave. On a prévu aussi pour ces enfants-là, qui sont en décalage extrême d'apprentissage, on a prévu ce qu'on appelle les PAOA. Donc, c'est une programmation adaptée des objectifs d'apprentissage. Donc, on admet que l'élève, voilà, les acquisitions pour la période 1 sont le présent de l'indicatif des verbes du troisième groupe pour les 28 élèves, et lui, sa progression, il n'est pas encore entré dans l'étude de la langue. Hop, on revient et on détermine un objectif d'apprentissage qui va être les syllabes complexes, parce qu'il est sur une autre, il n'est même pas encore entré dans l'étude de la langue. Mais même quand on est sur le même domaine disciplinaire, on peut étendre il faut affiner et au plus près proposer. L'idée, c'est dur à mettre en place au départ. On ne va pas se mentir. Je sais pas, moi je vois ça des fois un petit peu comme le serveur au restaurant, quoi. Il a plein de tables à gérer et c'est pas les mêmes repas en fait finalement, c'est pas le même menu et puis en plus c'est pas le même repas, mais en plus lui il voulait pas de champignons sur sa pizza alors que la pizza qu'il a commandée il y avait, mais il n'aime pas. Donc en fait l'idée c'est de se dire, c'est de faire une scolarisation à la carte, quoi, tout simplement. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Donc, je reviens sur... Donc, voilà. Donc, ça, c'était vraiment pour intégrer aussi les élèves qui ont plus de 2 ans, qui ont des objectifs d'apprentissage très, très, très éloignés de leur père d'âge, mais dont la scolarisation avec leur père d'âge est primordiale pour leur développement, pour leurs acquisitions, pour leur bien-être, et qui relèvent de leurs droits. Voilà, c'est leurs droits. Oui, je voulais vous parler ensuite des... D'accord, c'est bien beau. Donc, en milieu scolaire, en classe, les plans de réussite, les plans pour la réussite proposés par l'Éducation nationale, ces 4 plans-là. Alors, ces 4 plans-là, vous voyez, c'est la forme. Hein. C'est la formalisation Mais les contenus d'aménagement, je vous en parlerai à la fin. J'espère que j'aurai le temps. Yardena, tu m'arrêtes quand je... Ok, alors, donc les modalités de scolarisation des élèves qui présentent des besoins éducatifs particuliers. Donc, on a vu que 83% des élèves présentent des besoins éducatifs particuliers, des BEP, on appelle ça des BEP, et en situation de handicap, donc y compris tous les BEP. 83% sont scolarisés en milieu ordinaire. Ça veut dire école classique, ordinaire, avec ou pas une AESH, donc un accompagnement humain, avec des plans, un des 4 plans que j'ai mentionnés, et le reste. Donc, le reste, alors, il y a des modalités de scolarisation qui évoluent beaucoup. Et on a mes petits chouchous, donc les ULIS. Les ULIS, ce n'est pas une classe. Ce n'est pas une classe. L'ULIS est un dispositif. C'est une unité localisée pour l'inclusion scolaire. C'est pour l'inclusion scolaire. Si c'est pour l'inclusion scolaire, on ne va pas exclure l'enfant de sa classe. Là n'est absolument pas l'idée. Si c'est pour l'inclusion scolaire, l'élève appartient. C'est très moche de dire que quelqu'un appartient, mais ce n'est pas grave. L'élève vraiment est inscrit dans les registres de sa classe. Sa maîtresse, enfin son enseignante, c'est celle de la classe, mais il bénéficie d'un dispositif qui va être pour lui l'occasion d'aller renforcer, d'aller acquérir les contenus d'apprentissage qu'il ne peut pas acquérir en collectif. On estime que pour son besoin à lui, il faut que ce soit un effectif réduit. Les ULIS, je rappelle, c'est 12 maximum, grand maximum, 12 élèves. Donc, en fait, si vous voulez, on estime qu'il a besoin d'un effectif réduit. Il a besoin des compétences d'une enseignante spécialisée, parce qu'en ULIS, les enseignants sont invités vraiment à avoir des formations, donc KPEI, etc. C'est des formations qui permettent d'approfondir énormément les besoins éducatifs particuliers et de déterminer pour chaque besoin éducatif particulier une réponse, de déterminer des réponses, des éléments de réponse, des éléments de prise en charge
pour compenser ce besoin, pour y répondre, et aussi pour collaborer avec les enseignants, je vais arrêter cette déformation-là, et donc pour collaborer et proposer des contenus qui sont aussi exploitables dans la classe de l'élève. Donc pas dans l'ULIS, mais dans la classe. Donc faire des transferts, vraiment, ça c'est assez important. Donc les ULIS, c'est-à-dire qu'un élève qui est en ULIS, donc il y a les ULIS c'est primaire, non pas primaire, élémentaire, donc ça commence vraiment élémentaire, et ça va jusque collège, ULIS collège et ULIS lycée, d'accord. On peut passer son bac en étant soutenu par un dispositif ULIS lorsque cela est nécessaire pour des... Ça peut être l'occasion de passer les évaluations, ça peut être... C'est vraiment en fonction du profil de l'élève. À part les ULIS, il y a les UE. Les UE, ce sont les unités d'enseignement. Alors, les unités d'enseignement, il y en a en milieu, alors, de moins en moins. Si vous voulez, la tendance étatique aujourd'hui, c'est vraiment de l'école inclusive. Qui dit école inclusive dit... Alors, je suis obligée, désolée, de faire une autre digression du coup entre intégration et inclusion. L'intégration, c'est de dire on intègre quelqu'un de différent, mais il va s'adapter à notre environnement. L'inclusion, c'est adapter l'environnement à la personne qui va avoir un besoin. Voilà. Donc, en fait, jusqu'à présent, les élèves en situation de handicap, enfin jusqu'à avant 2005, les élèves en situation de handicap étaient plus communément scolarisés dans des IME, où il y avait des unités d'enseignement, mais pas en milieu scolaire. Voilà. La grande innovation, c'est il y avait les CLIS, mais en fait, voilà, ça se démocratise, on va dire. Et l'idée, en fait, c'est les UE résiduelles, entre guillemets, qui sont dans les IME, qui sont dans donc les unités d'enseignement qui se trouvent dans les établissements médico-sociaux, peu à peu, elles tendent à s'externaliser et à entrer dans les écoles pour élargir le concept d'école inclusive et pour répondre légalement au droit de l'élève à être scolarisé dans un milieu scolaire, avec des aménagements qui correspondent à ses besoins. Alors, je vais même pas pouvoir aborder ça, parce qu'en fait, l'école inclusive, moi, je vais plutôt aborder l'élémentaire, etc. Mais j'aimerais vraiment avoir quand même le temps Yardena, j'ai jusqu'à quelle heure, en fait? En général, jusqu'à 22h, et après, on fait la partie questions. D'accord, ok. Ouais, c'est parfait. Donc, en fait, je vais embrayer. Alors, quand même, je vous mentionne que c'est non exhaustif. Je n'aurai pas abordé tout ce qui va être collège et lycée, mais il y a quand même pas mal à dire là-dessus. Donc peut-être que Yardena vous donnera aussi mon mail éventuellement pour que vous puissiez, s'il y a des questions résiduelles ou des thématiques qui n'ont pas été abordées, ou si vous n'allez pas avoir l'occasion de poser vos questions maintenant, n'hésitez pas à prolonger pas le débat, parce que c'est un débat, mais prolonger l'intervention. On a vu au niveau formel, ce que l'État proposait, ce qui est aujourd'hui disponible en France et ce qui est amené à bouger pas mal en termes de scolarisation, les grands plans, etc. Concrètement, en classe. En classe, comment va se manifester, comment va se concrétiser ces volontés d'accueillir des enfants différents, ils sont tous différents, donc d'accueillir des enfants présentant des besoins éducatifs particuliers et de répondre et de leur donner à manger, d'avoir ce dont ils ont besoin. Par exemple, alors pareil, une liste non exhaustive, mais pour vous donner des idées, pour vous figurer ce qui peut être proposé et ce qui est communément... Donc, on a les aménagements d'horaire. Donc ça, les élèves typiquement de PAI, aménagement d'horaire, c'est quelque chose qui va être indispensable. Dispense de certaines activités, évidemment.
il y a des activités qui sont incompatibles avec la nature du handicap de l'élève. Ou alors, on propose, et là, quand on dispense, avant de dispenser, il faut d'abord envisager une substitution d'activité. Un enfant qui est en fauteuil, par exemple, ok, l'endurance, d'accord, mais c'est pertinent d'envisager une activité de substitution et de voir comment la mettre en place avec voilà, les décloisonnements, avec, je ne sais pas, avec beaucoup de... Il y a énormément de... Aujourd'hui, il y en a beaucoup de possibilités. Donc, bon, voilà, l'application des régimes alimentaires, etc., ça, c'est pour les PAI. En classe, pour les PAP. Donc, les PAP, qu'est-ce qu'envisage le PAP? Donc, on se rappelle, les PAP, c'est les élèves au carrefour entre la difficulté scolaire très importante et le 10, donc qui font appel à la collaboration des familles, mais qui ne relèvent pas encore, ou pas tout à fait, en tout cas pas de façon formalisée d'une situation de handicap. Donc, on peut quand même aménager, même sans statut de personne en situation de handicap, on peut aménager avec l'allègement du travail scolaire, par exemple, avec donner des tiers-temps, des temps supplémentaires, que ce soit pour les situations d'évaluation ou les situations même d'apprentissage, d'application. Donc, l'adaptation des cours, on peut aérer les textes, on peut imprimer ce qui doit être copié, mise en place de méthodes adaptées, donc je pense voilà, je sais pas, des cartes mentales, il y en a énormément dans le commerce et dans les blogs aujourd'hui, c'est vraiment très démocratisé, moyens mémotechniques. En fait, la difficulté, elle va être, enfin, c'est même pas une difficulté en fait, c'est très amusant en vrai à mettre en place. Ça va être de proposer à l'élève et de voir ce qui fonctionne et quand on voit ce qui fonctionne, enfin, quand ça fonctionne en vrai, c'est aussi sympathique qu'un enfant de 2 ans qui appuie sur l'interrupteur et que la lumière s'allume en fait. C'est très satisfaisant en fait de tâtonner, enfin de te chercher, de proposer, d'émettre des hypothèses et puis de proposer quelque chose d'efficace en termes de stratégie d'apprentissage. Donc, le droit d'utiliser du matériel qui serait pas forcément admis normalement, donc un enfant qui a des difficultés en mémorisation, etc., qui n'a pas pu apprendre ses tables, il ne va pas être pénalisé pour la résolution d'un problème. Enfin voilà. Mais ça, c'est vraiment du bon sens. Adaptation des évaluations, que ce soit en quantité ou en complexité, enfin en qualité l'emplacement dans la classe. Et ce n'est pas toujours devant que c'est le mieux. Voilà. Ça, s'il y a des neuropsych qui passent les évaluations, les bilans neurovisuels, vous le diront, c'est pas le premier rang qui est, voilà, ça va vraiment dépendre du champ visuel, du balayage et de la profondeur de champ, enfin de plein de choses qui relèvent vraiment d'une évaluation très fine en neurovision. Voilà, donc les prises en charge extérieures qui sont donc en fait on admet des absences parce que le temps d'instruction il est obligatoire, etc. Donc admettre des absences et admettre des prises en charge sur le temps scolaire, ça figure dans le PPS ou dans le PAP et c'est un aménagement scolaire. D'accord ? On est déjà dans l'aménagement quand on envisage que l'enfant il puisse sortir, aller chez l'orthophoniste et revenir. On est déjà dans l'aménagement. Alors, on a aussi les emplois du temps, les aménagements plutôt classiques. Donc, aménager l'emploi du temps, aménager les horaires, aménager les supports. Enfin, voilà, il y a vraiment il y a beaucoup à faire dans le milieu. Et puis, je pense que ça nécessiterait carrément une autre, avec des cas pratiques et de la pragmatique, une autre intervention, quoi. Alors voilà, en tout cas pour l'exposé des informations que je tenais à vous transmettre ce soir. Et je vous laisse à vos questions. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, c'est fantastique. Fantastique, très professionnel, très clair, très structuré. Merci infiniment pour toutes ces informations, vraiment très concrètes. Et je pense qu'il y a déjà des questions. Oui. Donc c'est toi qui déverrouille les micros ? Alors, hop. Elles peuvent déverrouiller les micros et D'accord. Donc, il y a Julia qui a une question. Oui, bonjour. Voilà, j'aimerais en fait savoir
comment on peut apprendre à des enfants en fait qui ont une AVS euh, leur, leur travail qu'ils ont à faire, que ce soit des contrôles, que ce soit pour que ce soit plus ludique et pour D'accord. que ce soit plus... Alors, j'ai plusieurs questions, hein, mais... Oui, bah, ouais, on va y aller. Alors, moi aussi, j'ai des questions, du coup. Alors, quand vous dites un enfant donc, il est accompagné d'une AVS en classe, et donc la question, c'est les difficultés qu'on peut rencontrer pour lui apprendre, en fait, les cours, entre parenthèses, pour ne pas, ouais. en fait, que... Alors, ce qui va être déterminant, là, dans votre question, ça va être alors, tous les parents ne sont pas enseignants, et voilà, mais il va être quand même impératif de passer par... de borner, de délimiter les difficultés, de les identifier. C'est-à-dire que, par exemple, est-ce que vous avez un exemple concret de difficulté de passage à la tâche de l'élève? Oh, j'en ai pas mal. J'en ai pas mal, que ce soit en hébreu ou en français, à droite, à gauche, c'est très compliqué. Que ce soit parce qu'elle est dans une école juive, que ce soit lui apprendre maintenant le présent, quelque chose qu'elle a appris depuis pas mal d'années. Elle est en CM2. Ok, donc là, on entend déjà la difficulté à automatiser, hein, on l'entend bien, parce qu'elle l'a appris, donc il y a bien un moment où elle l'a restitué, où vous avez pu assister à ce qu'elle le restitue. Donc en fait, alors justement, alors c'est une question hyper, je vous donne des réponses assez pragmatiques. Est-ce que vous trouverez votre compte dessus? Je ne sais pas, j'espère, mais voilà, n'hésitez pas à investiguer. C'est un travail, en fait, c'est une démarche. Ce que vous soulevez comme questionnement, c'est une démarche. En fait, c'est s'inscrire dans une démarche. S'inscrire dans la démarche de toujours d'être à l'affût de supports, de propositions de contenu qui vont rencontrer la capacité ou la difficulté de votre enfant, et qui vont lui permettre de s'ancrer dans un apprentissage. Comment on fait? Alors, vous me parlez de la conjugaison, du français. Il y a, alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est Dispositif, ça s'appelle Dyspositif. C'est un site qui nécessite un petit abonnement annuel et qui dispose de contenu, par exemple, qui abaisse le niveau d'abstraction de la conjugaison, parce que la conjugaison, typiquement, c'est rentrer dans l'abstraction, la métalangue. Donc, en fait, l'idée, c'est de réduire le niveau d'abstraction de la langue en manipulant vraiment le verbe. En fait, ils ont une méthode qui s'appelle Frutos et qui va vraiment... moi, ça a fonctionné pas mal en remédiation scolaire avec des élèves, avec des patients même, comment dire, à entrer dans cet apprentissage, à acquérir. Comment ça s'appelle? Dispositif. Alors, dispositif, vous avez dessus toutes les matières. Ça va de mémoire de l'élémentaire, donc du CP jusqu'à la 5e, 4e. Et ça propose des contenus, des cartes mentales, je travaille justement avec un élève de 5e. Il avait fait les Carolingiens, un truc qui était vraiment difficile d'accès pour lui, tel que c'était proposé en situation de cours. Et alors là, ça va être vraiment des questionnaires, ça va être présenté d'une façon qui va permettre à des besoins alors, c'est axé sur des élèves 10 positifs, voilà. Donc, c'est assez orienté 10, mais parfois, pour d'autres situations de handicap, ça fait le job aussi. Donc voilà, c'est des pistes, mais après, attention, moi, je vais vous donner des pistes. Il y a des choses qui vont fonctionner, il y a des choses qui ne vont pas fonctionner. Et ce qui va être plus salutaire que ce que je vais vous donner, même si je vous donnais les fiches, en fait, ce qui va être plus efficace, ça va être d'entrer dans la démarche d'investigation, d'adopter cette démarche de proposer, d'essayer, de rater, d'échouer, on n'échoue jamais, mais de se tromper, de faire marche arrière et de reproposer autre chose. Et à force, parce qu'en fait, je vous explique, moi,
il y a 2 ans, en fait, je la faisais travailler. Vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais je la faisais travailler, en fait, 2 heures tous les jours, Oui, beaucoup. plus le dimanche, Oui. 5 heures. D'accord, tout va bien. C'est normal. Et En dehors elle du temps avait, scolaire. en dehors du temps scolaire, la directrice m'a dit d'arrêter, mais en sachant que là, par exemple, en CM2, il y a plein de contrôles, plein de choses en fait à savoir parce que bientôt la 6e. Donc, si je lui fais pas en fait réviser pendant 3 semaines, c'est moins variable, par exemple, et que je lui fais pas la veille pour le lendemain, même si je lui ai fait 3 semaines avant. Alors, Julia, j'entends. Alors, moi, ce qui me chagrine, enfin, ça ne me chagrine pas, mais ce qui Si, ça m'interpelle. me chagrine. Non, ça ne me chagrine pas, mais ça m'interpelle dans votre discours. Alors, c'est hyper courant. Ce que vous dites, c'est hyper courant. On est sur une élève donc, qui a une AESH, donc, qui a forcément des besoins éducatifs qui sont reconnus, des BEP qui sont vraiment reconnus. Et on arrive en CM2, donc on tremble de l'entrée en 6e où la planification, enfin, il y a une autonomie, il y a un coup d'accélérateur qui est lancé. Et en fait, pour compenser, en fait, moi, ce qui m'interpelle, c'est que pour compenser les besoins de votre enfant, on utilise la quantité, en fait. On utilise une quantité et on va être dans une demande de ressources qui ne va pas du tout... en termes de bon sens, ce n'est pas en adéquation avec le profil de l'élève. Imaginez que c'est des élèves dont on admet, ils ont des besoins, des besoins qui sont reconnus. Ça veut dire qu'ils ont des difficultés dans certains domaines. Pour compenser la difficulté, en fait, il faudrait les assommer de travail. C'est des ressources qu'à un moment donné, on ne va pas s'y retrouver dans les comptes, en fait, à force de tirer sur une corde. En fait, pourquoi ne pas vraiment aménager pour de vrai et ne pas faire un aménagement qui dise tu vas compenser à travailler des heures et des heures en plus, mais c'est pas moi. Non, je sais bien que c'est pas. Non, mais ça veut dire non, ça veut dire moi je la fais travailler parce que si elle a une mauvaise note pendant 2 semaines, j'entends parler. Vous entendez par rapport à de l'équipe pédagogique ou de votre fille Non, je parle de ma fille. Parce qu'en fait, elle ne veut pas se sentir comme une autre. Elle veut se sentir en fait comme les autres. Mais en fait, le mot AVS pour elle, c'est je suis pas comme les autres. D'accord. Alors là, c'est la psy qui prend le relais, pardon. Il y a vraiment un travail, et c'est pas au niveau d'un enfant. Il y a un travail à une échelle beaucoup plus macro à réaliser, de déstigmatisation du statut de handicap, de déstigmatisation des AESH. Les AESH aujourd'hui, dans chaque école, dans chaque classe, quasiment, on en voit. Et on va vers ça, mais c'est pas encore assez, puisque voilà, il y a des élèves comme votre enfant qui souffrent encore de ce regard un petit peu, la différence, c'est l'axiome de base en fait. Chaque élève est différent, ceux qui ont des AESH, ceux qui n'en ont pas. Mais en fait, là où c'est gênant, c'est qu'il y a une stigmatisation, donc une connotation négative. Et le travail à réaliser, mais là, c'est pas à votre échelle, c'est vraiment une échelle beaucoup plus importante, c'est lever cette stigmatisation, consolider l'estime de soi de l'élève et identifier, de la même façon qu'on a identifié ses axes de faiblesse, etc., il est impératif d'identifier ses points forts parce qu'elle en a. Elle en a, que ce soit dans n'importe quel domaine, elle a des points forts. Donc, rétablir un peu l'équilibre de la balance. Et alors, vous, à votre niveau, puisque je vous dis que c'est un travail qui se fait à un niveau macro, alors ça ne veut pas dire qu'on abandonne. Non, vous, à votre niveau, si vous sentez... moi, j'abandonne. Non, moi, j'abandonne. Ah, mais non. Mais si, mais franchement... Mais non, on entend que mais si, mais en fait, j'ai envie en fait de tout arrêter parce que l'orthophoniste, la psychomotricienne, l'AVS, ça la saoule en fait.
Mais oui, mais on est en train de compenser en termes de quantité, c'est-à-dire que les prises en charge doivent être faites sur le temps scolaire, parce que c'est là où on a la disponibilité mentale de l'élève, et vous, à votre niveau, sans abandonner, il serait peut-être sympa, enfin, je ne sais pas si c'est envisageable, voilà, on pourra peut-être en parler en privé. J'aimerais bien mais avoir votre numéro de téléphone après. ouais, bah voilà, Yardena va tout vous donner, mais l'idée, ce serait de proposer quand même à l'équipe pédagogique, des encadrants, les directeurs, les professeurs, de faire une sensibilisation à l'AESH, présenter les besoins éducatifs particuliers, comme je vous les ai présentés. Et ça permet vraiment de dédramatiser tout ça, mettre en place des tutorats. Les élèves entre eux, des fois, ils s'expliquent mieux les choses, en fait. Faire une collaboration enfin voilà, quoi. Plus trop discriminer les différences et ne pas les gommer, hein, ne pas les ignorer. Hein. On n'est pas dans le déni des différences, hein, du tout. Mais voilà, les accepter et bien vivre avec et aménager comme il se doit avec. On va donner la parole à... Deux secondes. Comment trouver une école juive pour la 6e avec une AVS? Ça, c'est deuxième question. Et troisième question, en même temps, puisque j'y suis, j'ai mon fils qui est allergique au gluten. Ouais, donc PAI, quoi. PAI, mais est-ce que toutes les écoles sont obligées d'accepter? Ah non, cette tête-là, j'aime pas trop. Non, alors en fait, non, c'est pas que j'aime pas trop, c'est que c'est exactement ce que je disais par rapport au projet. Quand un PPS, on propose une orientation aux familles et que les familles sont hostiles à l'orientation, on ne gagne rien à forcer parce qu'on n'a pas la collaboration. Si vous entrez votre élève en forcing, parce que c'est vrai que c'est son droit, après ça c'est subjectif, hein, c'est vraiment mon avis personnel sur la question. Mais si vous, vous forcez et que finalement, vous avez une équipe pédagogique qui n'est pas collaborative, il est pertinent de se poser la question, quel va en être le bénéfice pour l'élève? Comment va-t-il vivre cette situation de forcing, etc. Après, il y a aussi, et moi je respecte tout à fait l'idée de se dire, bah, c'est un droit à la scolarisation, etc. Je vais faire valoir mon droit et je vais aller coûte que coûte. Et ces personnes-là qui le font comme ça, elles ont le mérite de faire bouger les choses aussi. Mais voilà, c'est-à-dire que moi, à un niveau beaucoup plus personnel, je préfère voilà, scolariser mon enfant dans un endroit où il est accueilli plutôt que toléré, plutôt que voilà, parce qu'il n'avait pas. Enfin voilà, et c'est important pour ce fameux sentiment d'estime dont on parlait. Oui, mais quand on n'a pas le choix, et tout ça, que par exemple ma fille, elle va aller en 6e et qu'il n'y a pas la 6e où je suis. Comment on fait en fait pour avoir deux écoles et en étant à 8h30 Ouais, c'est des logistiques très compliquées. Mais si vous regardez, ce qu'on peut faire, c'est que si vous voulez, on pourra se poser à part et peut-être éventuellement, voilà, voir voilà, selon votre localisation, etc. Je pourrais peut-être essayer de vous aiguiller et au besoin faire appel à une référente qui connaît vraiment tous les établissements et qui pourra nous aiguiller aussi dans cette démarche. D'accord, ok. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci d'avoir si bien répondu aux questions. Il y a Isabelle qui aimerait poser une question. Isabelle, tu es avec nous? Ok. Isabelle, est-ce que tu es avec nous? Alors, j'ai Alimi là. On te pose une question, alors vas-y, Yael. Oui, il y a une main levée. Hop, comment je... Voilà. Ah. Allô, bonsoir. Ah, bonsoir. Yael, Yardena. Oh, Marie. Oui. Comment tu vas, Marie? Très, trop très plaisir. Ah oui, très belle exposé. Ouais. Merci beaucoup. Très intéressant comme d'habitude. Non, juste par rapport aussi à la question de Madame Fitoussi et en tant qu'ancienne enseignante en pause actuellement,
Mais Ouais. tu as reconnu tu as exposé tous les secteurs qui permettent aux enfants de, tous les secteurs reconnus par l'État, l'administration. On reconnaît en fait que tout existe, d'accord, mais rien n'est appliqué. Est-ce que la première démarche, c'est pas d'abord reformer les enseignantes de base parce que au bout d'un moment, on a envie de partir en Ulysse parce qu'on se rend compte que dans le système normal, ça marche plus. Ouais. Est-ce que tu aurais découvert depuis le temps que tu es en Ulysse vraiment des sites, des blogs, des trucs vraiment concrets qu'on puisse utiliser dans le quotidien pour adapter tous ces besoins qu'ont les élèves, parce que comme tu as dit, ils sont tous différents et il faut faire un à la carte. Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a des enseignants qui ont pris le temps de faire ça? Parce que ça serait génial en fait. Il faudrait Ouais. qu'il y ait des gens qui se mobilisent à faire que ça. Excellente Et à question, Marie. créer même pour les parents, en fait, parce que voilà, la maman, Mme Pitoussi, on sentait un peu sa détresse par rapport à sa fille, mais c'est pas de sa faute puisque c'est le système scolaire qui lui demande d'apprendre ces mots Complètement. invariables qui sont insupportables. Et la pauvre enfant, elle doit pas réussir à retenir ces mots invariables. Mais donc, est-ce que ça existe? Est-ce que tu as trouvé des pistes Ok. de personnes qui se sont focus pour aider les enseignants au premier niveau, sans parler de tous les professionnels derrière, au Bien sûr. premier niveau, voilà, une enseignante, On comment reste dans la elle peut posture d'enseignante. adapter dans Alors, la posture d'enseignante, ouais. Excellente question, Marine. Merci beaucoup pour ton intervention qui va enrichir. ouais, alors, ouais, effectivement. Alors, oui, ce que tu soulèves sur la formation continue des enseignants qui est insuffisante, c'est vrai. Euh, Moi, enfin, voilà, dans ma carrière d'enseignante, enfin, voilà, là, effectivement, je suis en dispo aussi, donc je ne suis pas en poste cette année, mais j'ai vu des collègues pleines de bonne volonté, vraiment. Enfin, voilà, c'est des enseignants de mauvaise volonté, c'est pas, bon, c'est pas, j'en ai pas vu, vraiment. Mais effectivement, on manque d'outils et c'est à nous d'aller chercher des outils, parfois de façon extrêmement coûteuse, parfois on peut pas, enfin voilà, on a besoin d'être exposé à des formations et puis on n'a pas. Donc en fait, le problème de la formation continue, il est là, voilà. Et aujourd'hui, alors voilà, il y a des formations continues qui sont proposées, mais bon, c'est encore très insuffisant. Ça, c'est certes, c'est vrai. Alors, après, donc, tu demandes des ressources, effectivement, pour faire notre job de différenciation, en fait, tout simplement, en classe, etc. Donc ça, oui. Oui. Alors, comme ça, là, tu me prends de cours, non. Il y a des blogs, il y a effectivement des ressources. Et Yardena, ce que je vais faire, c'est que ces ressources-là, je vais t'en faire tout un mail. Et puis, Marine, je te les enverrai aussi. Mais que tu pourras Merveille. transmettre, voilà, s'il y a d'autres demandes comme Marine sur les ressources, effectivement, il y a énormément de ressources. Parce que les enseignants spécialisés, ils ne sont pas en Ulysse par hasard. Alors, dans le public, c'est une affectation dont ils n'ont parfois pas le choix, mais la plupart, ils se forment quand même au KPI et ils font la demande pour être affectés. Et dans le privé, vous savez qu'on n'est pas affecté, donc on postule et on demande nos affectations, entre guillemets, en termes de niveau de classe ou d'école, ou même de... Et donc, quand on va vers l'instruction spécialisée, c'est vraiment parce qu'on estime qu'on a quelque chose à donner et à prendre, surtout aussi. Donc, en fait, donc oui, et qui dit personnes passionnées, dit personnes qui vont investir du temps pour conceptualiser des ressources, et il y a vraiment pléthore.
Et c'est très, très agréable parce que des fois, ce n'est pas tout à fait ça, mais ça nous donne des pistes de conceptualisation et ça nous permet de devenir autonome sur la conceptualisation d'outils d'apprentissage. Je voulais juste relever un truc qui m'a interpellée. C'est, voilà, typiquement, quand tu parles des mots invariables, des listes interminables, etc., il faut quand même, c'est quand même de notre devoir d'enseignant de ne pas faire de non-sens. Quelqu'un qui a un fauteuil roulant, on ne lui demandera pas de courir. Donc, en fait, je sais que c'est encore mal, c'est mal accepté, ou pas très bien, je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment de jugement là-dessus, mais en tout cas, c'est encore un peu laborieux de dire cet enfant, il doit avoir ses tables de multiplication. Cet enfant, il doit avoir les terminaisons pour faire sa conjugaison. Parce que la compétence qu'on va lui demander à lui, ça va être de identifier que le tu, c'était la deuxième personne et que c'était ES, et de réassembler les choses. Et ça, dans le fameux blog dont je vous ai parlé, enfin le fameux site Dispositif, ils prennent en compte, en fait, pour chaque vraiment difficulté, des supports, mais qui sont ambitieux réalisables, c'est-à-dire ambitieux dans la progression de l'enfant, mais qui ne sont pas complètement utopiques et qui ne sont pas déconnectés de la réalité de la difficulté de l'élève. On n'oublie pas que quand même identifier le BEP, la finalité de ça, c'est de ne pas mettre l'enfant en difficulté ou de ne pas lui donner triple et quadruple travail pour qu'il... Enfin voilà, on reconnaît on reconnaît la limite, on essaye toujours de la repousser parce qu'on n'abandonne pas. Non, Julia, on n'abandonne jamais. Donc mais quand même, on reste dans un cadre réel. Et voilà. Merci. Merci beaucoup. Il y a Isabelle qui voudrait poser une question. Et puis, Isabelle, tu es avec nous? Alors, Isabelle, elle... Okay, Isabelle. Alors, je vais voir dans la discussion les messages. Alors, comment faire quand la maîtresse compte sur l'AESH et ne fait pas grand-chose pour adapter le programme à l'enfant? Quel est le rôle de la maîtresse par rapport à l'enfant porteur de handicap? Le même rôle que pour l'enfant qui n'est pas porteur de handicap. Et les maîtresses ont tendance à se reposer sur l'AESH. Quand elle n'est pas là, l'enfant est livré à lui-même. Et ça, c'est hyper, hyper pertinent à Adassa O. Voilà. Alors, je réponds juste à la question d'Adassa. Pardon, bien sûr. Qui a écrit, voilà. Alors, pour répondre à cette question, il faudrait quand même préciser, il faudrait définir, borner les missions de l'AESH. Voilà. La distinction entre une AESH et une maîtresse. L'AESH n'est pas la maîtresse particulière de l'élève, pas du tout, du tout. La présence de l'AESH n'est pas corrélée, enfin, ne conditionne pas la présence ou non de l'élève dans la classe. L'AESH, elle a pour mission, en fonction de l'évaluation de l'enseignante, d'être, en fait, c'est un accompagnement humain qui va compenser les difficultés qui peuvent se compenser au niveau humain. Un exemple, un enfant n'est pas lecteur. Il y a des exercices à faire en mode silencieux dans la classe, etc. L'enfant ne peut pas avoir l'autonomie pour les lire. L'enseignante se balade à la gestion de son groupe classe. L'AESH va devoir lire la consigne. Parfois, l'enfant, il est lecteur, mais c'est tellement laborieux pour lui de lire, de décoder, qu'il n'a pas accès à la compréhension. Donc, l'AESH va supporter l'effort qu'il fournit de lecture et va donner accès à la compréhension en aiguillant par des questions ou en lui faisant une petite technique d'entourer les mots, etc. Les élèves qui ne savent pas identifier les verbes consignes. Donc, en fait, l'AESH, elle va être là pour fournir un outil pour accompagner l'élève et lui permettre d'avoir accès à certains apprentissages. L'AESH ne prépare pas de contenu d'apprentissage, l'AESH ne fait pas apprendre. Voilà. Après, selon le profil, c'est vrai que
certaines sont exceptionnelles et prennent des initiatives. Moi, dans ma pratique d'enseignante, j'ai toujours vraiment prendre des initiatives parce que déjà, c'est valorisant, parce que déjà, ça donne de l'espace et de la... Mais pas de décharge. On ne se décharge pas de nos élèves sur les AESH. Ce n'est pas leur rôle, ce n'est pas leur mission, c'est pas leur... voilà. Donc, en fait, alors comment on fait? Eh bien, comment on fait, nous, en tant que parents? En fait, je ne sais pas si c'est en tant que parent, on ne peut pas faire grand-chose. Il faut en référer à la hiérarchie. Donc, il faut faire remonter son sentiment au chef d'établissement, directrice, et dire, voilà, j'ai l'impression, et c'est très délicat parce qu'on est sur du... Enfin, voilà, en tout cas, voilà, si vous avez des éléments tangibles qui viennent appuyer votre ressenti, vous les faites valoir. Et puis, voilà, pour que le chef d'établissement puisse rappeler à l'enseignant de ses missions et par là même rappeler à la VS les limites de ses missions. Et donc, voilà, il faut un repositionnement, un réajustement des postures professionnelles, en fait. Et c'est vrai, c'est jamais acquis, ça va être très aléatoire en fonction de l'endroit, en fonction de beaucoup de choses, quoi. Donc, voilà, on n'est pas tous égaux quant à nos pratiques. Voilà, Adassa, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Isabelle, pardon. Allez, bonsoir à tous. Alors, moi, je suis un peu dans le même cas. Mon fils est en CM2, en école juive, à très fort niveau. Et on a fait tous les bilans très récemment. Il a dysphasique, dyspraxie. Okay. Du coup, évidemment, il ne pourra pas rester là où il est actuellement pour passer en 6e. On est en vraie réflexion. Et ce qui pose problème, entre guillemets, bien sûr, c'est le codège. C'est-à-dire que le codège, par rapport au fait que la façon dont on écrit le codège, c'est très compliqué pour lui de travailler dessus. Et je voulais savoir si les établissements, de façon générale, après, je ne parle pas forcément des plus grands, des plus forts sur Paris, certains, est-ce qu'ils peuvent aménager justement ces heures de codège adaptées aux difficultés de nos enfants, ou ils ont les mêmes exigences que pour tous les enfants. Voilà, est-ce que ça, vous avez déjà entendu dans le cycle, voilà, dans les écoles juives, justement, cette problématique-là, et est-ce qu'on peut alléger l'enfant là-dessus? Et voilà, si c'était... c'est un des... Ouais, alors, carrément. Déjà, lorsque vous scolarisez votre enfant dans un établissement juif, oui, c'est que vous avez un caractère propre, voilà, une identité culturelle ou cultuelle qui vous tient à cœur, etc. Donc, votre enfant doit bénéficier des valeurs que Bien vous sûr. êtes en droit d'attendre. Toutefois, ça ne veut pas dire qu'il doit être confronté avec ces difficultés aux difficultés, voilà, de l'écriture qui va dans l'autre sens, etc. Donc, en fait, il va falloir discriminer ce qui va relever de ce qui va bénéficier à votre enfant et ce qui va créer une difficulté supplémentaire et vraiment qui va générer des problèmes. Donc, en fait, alors oui, des établissements, oui, j'en connais. Et pareil, je vous invite vraiment à me contacter, même par mail. C'est ce que je comptais faire. Par téléphone, voilà. Et puis, on pourra en discuter sur votre localisation. J'ai vu et je travaille avec des collèges qui aménagent de façon assez exceptionnelle. Alors, le prérequis, si vous voulez, quand même, c'est pareil, les chefs d'établissement, j'ai rarement vu, je n'ai pas vu de mauvaise foi ou de mauvaise volonté d'inclure, mais j'ai vu des personnes démunies ou en manque d'outils. Donc, en fait, c'est vrai qu'on se substitue en tant que parent un petit peu. Enfin, voilà, on essaye de présenter un petit programme pédagogique un peu béton armé. Et c'est ça, c'est juste à viser, rassurez-vous. On est là, on est derrière, on réajuste. Je ne vais pas vous mettre la pression si ce n'est pas le dikdouk et la grammaire en hébreu, etc., la conjugaison. Je veux juste que mon fils bénéficie des valeurs exactement. de l'histoire juive, des dîmes. Voilà, il va faire les fêtes, il va faire la bar mitzvah, etc. Mais je ne veux pas que ce soit quelque chose qui soit indigeste et qui soit anxiogène. Exactement. Parce que développer de l'anxiété chez un enfant qui a déjà des difficultés, exactement.
Parole de psy, vous n'avez pas envie. Vous avez tout compris. À 1000%, il y a des collèges qui sont hyper sympas et hyper adaptés, quoi, qui peuvent vraiment s'adapter. De plus en plus. Vraiment on a un PAP en plus, hein. On a fait un PAP, donc on a toute une démarche hyper déjà dans une démarche, après voir est-ce que ça va bouger en PPS ou pas. Enfin, ça sera vous avec vos besoins, etc. Et on pourra en discuter éventuellement. Génial. Merci infiniment. Avec plaisir. Alors, j'ai une question de Stéphanie. En tant qu'enseignant, j'adore, peut-on demander un bilan ophtalmo, neuropsy, ortho peut-on, en tant qu'enseignant, demander si... Ah oui, on peut demander si un bilan a été fait légalement parlant. Alors, c'est une bonne question. Je croyais que la question, ça allait être est-ce qu'on peut leur demander aux parents de faire et faire valoir cette requête. Vous pouvez demander, en fait. Bien sûr que... Alors, demander, personne, vous avez toujours le droit de demander. On peut toujours demander quand on part du principe que c'est une demande. Et qui dit demande, dit réponse oui ou réponse non. Voilà. Ça, c'est... vous pouvez demander, vous ne pouvez pas exiger d'avoir le contenu de ce bilan. Et la famille a le droit de refuser de réaliser le bilan et la famille a le droit d'être dans la rétention, de vous dire est-ce que oui ou non le bilan a été réalisé. On est dans le domaine, alors, ophtalmo, neuropsy, ortho, on est dans le paramédical, enfin voilà, la sphère scolaire, elle a ses limites. Ouais. Enfin voilà, je rappelle quand même que comment dire, le mieux, c'est vraiment de collaborer avec les parents pour qu'ils se sentent. En fait, moi, je poserais la question différemment. Pourquoi un parent ne se sent pas en confiance de communiquer sur les bilans qu'il a de son enfant, sur les informations qu'il a de son enfant? Parce que la stigmatisation, elle est là, parce qu'il y a une appréhension à dévoiler certaines choses ou parce qu'on a peur que les enseignants baissent les bras devant des difficultés. Et donc, en fait, tout le travail de l'enseignant va être de rassurer le parent et d'appuyer sur que les informations partagées ne sont là que pour servir le gamin, ne sont là que pour construire autour de son projet pédagogique. Et une fois que le parent est en vraie confiance de cette démarche, sauf vraiment problème annexe, il collabore, quoi. Il collabore et puis il y va, quoi. Donc, instaurer un climat de confiance. Mon fils est dans une classe de 23 enfants en CP. La maîtresse se repose sur l'AESH. Vu l'effectif, puis-je lui exiger de faire son rôle? Vous pouvez demander, vous ne pouvez absolument rien exiger. On n'exige rien de personne, jamais. Mais vous pouvez référer à la hiérarchie, à la direction, etc. Et effectivement, demander. Alors, toujours, si c'est un ressenti, vous étayez avec du factuel. Du factuel qui ne soit pas ni diffamatoire, ni incriminant, ni agressif. Des faits. Par exemple, ça serait quoi un truc typique factuel pour ça? La maîtresse se repose sur l'AESH, c'est l'AESH il y avait une poésie et puis l'enfant a des difficultés de diction ou est très lent dans les praxis verbales, etc., dans l'élocution. La maîtresse a dit fais passer l'AVS 1, évalue. Alors là, typiquement, ça, c'est pas... Non, c'est l'enseignante qui doit évaluer son élève. L'AESH est là pour aider, pour soutenir, par exemple, s'il a besoin comme le diesel, d'un redémarrage pour les débuts de rime, ça, elle peut l'assister pendant la diction de l'interprétation de la poésie, par exemple. Là, ça serait le rôle de l'AESH. Mais le rôle de l'enseignante, c'est bel et bien d'évaluer son élève. Elle est garante des évaluations. Donc, elle doit constater, en fait, comme un procès verbal, les évaluations, les acquisitions de ses élèves. Et elle ne peut pas... sauf cas exceptionnel, elle ne peut pas se reposer sur les observations d'une AESH elles sont souvent compétentes officieusement vraiment pour le faire, vraiment, mais concrètement, dans la mission de l'enseignante, c'est elle qui doit, et même pour la valorisation de son élève, l'élève doit être évalué par son enseignant. Le regard, pour l'estime de soi, c'est très très important pour son statut d'élève. Que peut-on faire quand un collège ne met pas en place de PAP alors que l'enfant bénéficie d'un dossier MDPH? Ça, c'est une excellente question. PAP ou PPS, alors ça, c'est une excellente question. Et là,
Alors, depuis le début, vous voyez, quand c'était en posture enseignante, je vous disais, référez-vous évidemment à, comment ça s'appelle, à la hiérarchie de l'école. Et là, en l'occurrence, ne vous référez pas forcément. Alors, passez d'abord par la hiérarchie de l'école. Oui, voilà, on commence avec une communication pacifique, etc. Et puis, si ça ne fonctionne pas, un enfant qui dispose d'un dossier MDPH, il a un autre allié qui s'appelle, on en a parlé, je pense, de l'enseignante référente qui chapeaute un peu les ESS, les équipes de suivi de scolarisation. Elles sont disponibles, elles sont réactives par mail et même par WhatsApp, enfin pas WhatsApp mais texto, elles ont un numéro professionnel dédié. Et quand on rencontre une difficulté, elles sont le super médiateur entre famille et établissement. Et elles font passer des messages de façon avec une grande neutralité et beaucoup de bon sens. Donc c'est voilà, c'est un allié, ce sont des alliés vraiment précieux, parce qu'il y a parfois aussi des enseignants référents. Donc voilà. Donc voilà, c'est Lara, j'espère que j'ai répondu à votre question. C'est vraiment à l'EREH, enfin l'enseignante référente que vous devez vous adresser en cas de vraiment de manquement au respect, à la mise en place et au respect du PAP, au PPS, le cas échéant. Voilà, voilà. Écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, je vais vous libérer. Je vous remercie vraiment de votre attention, de votre écoute. Et voilà. Et je laisse à Yardena le soin de vous communiquer mes coordonnées éventuellement par mail pour des questions complémentaires ou des questions que vous auriez voulu poser en privé et pas devant tout le monde. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et merci pour votre écoute.